up arise in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Alors aujourd'hui, c'est atypique. On va parler d'une série que tout le monde connaît, que je n'ai jamais vue ou pourquoi je suis incapable de l'expliquer. Je ne sais même pas pourquoi je ne l'ai pas regardée, cette série. Elle passait sur M6 et elle s'appelle Malcolm. Il y a quelqu'un qui a pris un peu de son temps pour écrire un livre, un essai même, c'est pas enfin, n'importe quoi, c'est un essai sur Malcolm, sous-titre Sociologie d'un génie, on va l'expliquer pourquoi. C'est édité chez Entremise au pluriel. Je salue d'ailleurs le service de presse d'Entremise pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Et le livre, l'essai, est signé Antoine Bonnet. Antoine Bonnet est là pour nous en parler. Je suis vraiment très content. Comment vas-tu? Bah, ça va très bien et puis, merci de cette invitation. Oui, j'ai pris, effectivement de mon temps pour, écrire un livre sur cette série, voilà, c'est vrai. C'est bizarre, pourquoi? Mais ça, je pense que cette question, tu vas y répondre très Bien vite. Mais sûr. combien de temps d'ailleurs pour écrire cet essai? Hyper rapide, alors, voilà, ça va paraître très bizarre, mais en fait, la série, je la connaissais bien, j'ai revu plusieurs fois, c'est vraiment pendant le confinement que, j'ai mangé beaucoup de séries. J'ai écrit aussi un autre livre d'ailleurs de philo sur d'autres séries, en même temps. Et donc, bah, tout est parti comme ça et ça a été très, c'est un exercice qui a été vraiment jubilatoire parce que, je connais pas meilleur job que de travailler sur une série aussi drôle et en même temps de creuser un petit peu et d'essayer d'apporter des éclairages. Voilà. Bon, alors avant de répondre donc à cette question, mais aussi à d'autres qui vont arriver, juste préciser que tu es titulaire d'un DEA Histoire de l'art contemporain à Paris-X de Nanterre en France. Ça me rappelle mes études d'art du spectacle quand j'y étais, moi, à Nanterre. Enfin, j'y suis allé en Bâtiment bus, L. mais après, je ne sais pas si j'y suis. Bref, ça, c'est une autre histoire. Tu es auteur de plusieurs ouvrages de linguistique autour de la langue des signes et du Oui. handicap pour Mmh mh. l'inclusion radicale et chez Mmh. édition Melting. Melting, c'est bien Mmh. ça? Ouais, Melting, ouais, c'est ça. Melting. Tu interviens à l'université de Saint-Denis lors du Mmh. workshop d'art plastique Altérité ou Alter Ego et tu collabores Mmh mh. avec plusieurs revues d'art comme Facette, Artaïs Mmh. ou 02. Voilà. Mmh mh. Alors, première question, effectivement, est-ce que ah non, juste une une introduction. Est-ce que dans ton entourage, il y a des énergumènes comme moi qui peut-être, se sont posé la question de: «Mais pourquoi prendre son temps pour écrire un livre sur cette série qui passait sur M6, enfin, pourquoi? Bah, pas vraiment, hein. Il y a pour la plupart des gens qui, en tout cas, connaissent, ce show et cette série, se posent pas trop la question de savoir pourquoi écrire dessus. C'est même, on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'on n'a pas écrit avant sur cette, série? Parce que c'est une série qui est très, assez riche, bah, comme toutes les séries qui prennent leur temps, il y a 6 saisons, 153 épisodes, donc elle a le temps de creuser les personnages et c'est une série qui repousse les limites à chaque épisode, les limites de l'acceptable parfois et donc effectivement, il y a énormément de choses dans cette série et on se dem moi-même, j'ai été le premier de me suis demandé pourquoi il n'y a pas d'ouvrage sur ça. Mais j'ai compris pourquoi. Ah ben, alors oui, alors quand tu dis qu'il y a pas d'ouvrage, il faut dire qu'il y a pas d'ouvrage même aussi aux États-Unis. C'est Non, bien non, ça? j'ai cherché, en long, en large, en travers pour me documenter évidemment sur la série. Il y a des articles, hein, il y a pas mal de choses, il y a des philosophes qui ont, créé qui ont fait des articles, des textes sur la série, mais il y avait pas d'ouvrage, même, l'ouvrage, je dirais, pas forcément analytique, mais un ouvrage, pour se renseigner sur comme il y a à peu près sur toutes les séries, hein. Et en fait, j'ai découvert qu'on ne méprisait, en fait, les comédies. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 35 ouvrages sur Game of Thrones, 47 sur Breaking Bad, 72 sur X-Files, mais quelques-uns sur Friends, mais toutes les autres comédies ne sont pas du tout, on ne se penche pas sur la comédie. On trouve que c'est un genre, voilà, un sous-genre, ce que je ne suis pas du tout d'accord parce qu'au contraire, je pense que les comédies, elles s'ancrent dans le réel et elles sont parfois une image, fictionnelle qui est très, très intéressante pour savoir, surtout si elles sont longues, savoir les évolutions dans le temps et c'est ce qui m'a frappé, dans Malcolm, c'est, à quel point, enfin, quand je l'ai revu, pendant le confinement
comme ça, hein, parce que ça repassait, je l'ai regardé un peu comme ça. C'est m'est venu en pleine figure, qu'on aurait pu comprendre beaucoup de choses des États-Unis en regardant plus sérieusement cette série, qui nous montrait, Obama, Trump, les woke, les rapports, enfin l'espèce de fracture ethnique qu'il peut y avoir aux États-Unis, que nous, en France, on a du mal à comprendre parfois, et que la série nous montrait au grand jour, mais bon, bah, on a rigolé, puis on n'est pas allé plus loin, c'est dommage. Est-ce qu'il y avait beaucoup de détracteurs de cette série? J'entends par détracteurs des journalistes, des articles négatifs, que cela soit en France, mais même aussi ailleurs, hein. Bah, j'étais tombé, ça m'a aussi frappé sur un article sur un blog qui s'appelle Implication philosophique, d'un professeur de philosophie à la Sorbonne, Benjamin Berger, qui était très très critique, notamment d'une séquence qu'il considérait comme raciste, avec une espèce de blackface. C'est la dernière séquence de la série, pas presque la dernière séquence, hein, c'est une espèce de monologue final faite par Loïs Lamère, et qui, au contraire, me paraissait une espèce de discours politique qui était très, très, très engagé, très, très fort. Globalement, la famille de Malcolm, qui n'a pas de nom d'ailleurs, qui s'appelle les No Last Name, ils n'ont pas de nom, ça on verra que c'est particulier, se retrouve avec couvert d'une merde pas possible qui a explosé dans leur voiture tout à la fin de la série, une espèce de feu d'artifice de merde, qui dit bien un petit peu l'ambiance de la série. Et ben, se recouvrant de merde, il parle en fait il y a vu une espèce de blackface, c'est-à-dire on se grime en noir, et il y aurait une forme de racisme derrière parce qu'elle parle de défendre des gens comme nous, et donc le nous est un peu ambigu. Donc il y avait quelques détracteurs comme ça. Moi, je pense que c'était complètement l'inverse d'ailleurs. Je dis dans le livre qu'au Ouais, mais contraire, c'est on va en parler de cet aspect-là parce que ouais. tu lui consacres même tout un chapitre. Donc, Oui, oui, parce qu'il me paraît très, ouais. très fort, parce que pour moi, c'est Obama, Trump, c'est Biden, c'est tout ce qu'on a pu voir en tant que spectateur de la politique américaine, qui était déjà là, parce que là, on est au tout début des années 2000, hein, on est en 2005-2006, hein, donc c'est pour ça qu'on aurait dû le regarder peut-être plus attentivement. Il y a beaucoup d'éléments aussi où on pouvait considérer. Effectivement, il y avait un journaliste américain qui se posait la question, est-ce que la famille de Malcolm était les électeurs de Trump? Est-ce que ils n'auraient pas été, eux, en espèce de famille déclassée, c'est-à-dire c'est une famille, hein, dans Malcolm, qui, au fur et à mesure des saisons, est déclassée socialement, c'est-à-dire qu'elle s'appauvrit alors qu'elle part d'un milieu plutôt aisé, et donc ce ressentiment un petit peu aurait pu être une des raisons de l'électorat Trump, puisque c'est ce qu'on nous a expliqué, que certains États avaient voté justement par rapport au chômage, face à une élite, on va dire, multiculturelle. Et il y avait une espèce de ressentiment. Donc il y a pas mal de ces critiques-là qui étaient présentes dans la série. Mais, et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre, parce que je vois complètement l'inverse. J'ai vu complètement l'inverse si on creusait un petit peu, on voyait exactement l'inverse, c'est-à-dire que c'est plutôt une série très antiraciste, plutôt progressiste, presque woke, on dirait. Avec des termes qu'on prendra évidemment avec des pincettes, parce que les définitions ne sont pas très, très, très claires, quoi. Alors, si je comprends bien, il y avait Ouais. finalement très peu de retours négatifs sur la série de la part Mmh. de la critique, mais par Mmh. contre, c'est un succès considérable. La série, elle a un succès, elle a eu l'intelligence de s'arrêter au moment où ça a commencé à décliner un petit peu, c'est-à-dire qu'au bout de 6 saisons. Mais la série, elle commence dans les années 2000, elle est sur la Fox. C'est aussi ça qui fait dire qu'il y a tout un Mmh. sur la Fox, hein, on sait que Fox News a fait beaucoup pour l'élection de Trump. Elle est entre les programmée en début de soirée, après les Simpsons et avant X-Files à l'époque. Donc, c'est un succès retentissant. Et puis voilà, il y a vraiment, c'est une période. Il y a les Simpsons, il y a Jackass, un peu c'est cet humour trash qui est présent dans la série, qu'on aime ou on n'aime pas, hein. Je pense que Malcolm, si on n'aime pas cet humour-là, vaut mieux pas regarder. Ça sert à rien, parce que c'est ça du début, premier épisode, jusqu'à la fin, où on repousse les limites du supportable et dans les, voilà, de l'acceptable. Voilà. Puis on détruit tout. Linwood Boomer, donc, qui est le créateur de cette série, détruit tout le chemin, enfin l'American Way of Life, toutes les valeurs américaines, l'Église, l'autorité, la police. L'école vraiment, l'école en prend très 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 cher. L'école américaine prend très 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 cher, et c'est très grinçant, très noir, et donc c'est vraiment jubilatoire. Alors, je vais te poser une question
Mmh. Pour essayer de nous expliquer un petit peu qui est Malcolm, d'où vient-il? Mmh. Mais la question, je vais la formuler autrement. Je Ouais, parce qu'il faut aussi que tu nous parles de ça. Alors ça, ouais. par contre, ça, je ne savais pas du tout. Ça serait pas une espèce petite maison dans la prairie? Là, je pense que Ah là, je te bah tends le la ah bah, tout à fait. Le créateur de la série, c'est ah oui. Good Boomer. C'est, celui qui joue, Adam Kendall dans La Petite Maison dans la Prairie. Alors Adam Kendall, c'est, le gendre idéal, c'est-à-dire il est aveugle, il se marie avec, Marie, la fille qui est aveugle aussi dans La Petite, Maison dans la Et je crois qu'il Prairie, qui retrouve la vue à un moment où je il a crois re qu'il retrouve la vue, oui, tout à je crois fait, qu'il lui. retrouve la vue. C'est intéressant ça d'ailleurs. Qui Ouais, ouais, qui c'est pose un problème avec évidemment 2 couples parce que voilà, mais ça, La Petite Maison dans la Prairie et Michael Landon nous en a tartiné, hein, des avec son violon, de cette série que moi j'ai adoré aussi, mais qui est parti complètement, en cacahuète à la fin, on va dire. Et effectivement, Lynwood Boomer, lui, vient, d'une famille, c'est ça, il raconte sa vie, hein, il vient d'une famille, de la middle class. Alors Malcolm, c'est en États-Unis, c'est Malcolm in the middle. Donc c'est dans le milieu, mais c'est la middle class. Dans le milieu, il est au milieu de la famille aussi, parce qu'il a deux frères aînés et après 2 frères, cadet, et donc il est au milieu, et c'est la middle class américaine, et lui vient de cette middle class américaine, une boomer, et lui aussi est considéré comme un génie, parce que Malcolm est, dans le premier épisode, attesté 165 de QI pour étant un génie, et lui dans sa vie aussi a été considéré comme un génie. Ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, la famille de Malcolm, la famille No Last Name, est l'antithèse de la famille Ingalls, hein. Le père est l'antithèse, le père Charles, qui est responsable et parfait du début à la fin. Hal est une catastrophe du début à la fin de la série. La mère, Caroline Ingalls, est qui fait des gâteaux pendant 20 saisons, je crois, à peu près. Elle fait beaucoup de gâteaux, hein. Loïs est un tyran, la mère de Malcolm est un tyran, est autoritaire, elle hurle tout le temps, elle punit tout le temps. Enfin voilà, c'est vraiment l'autre. Et d'ailleurs, c'est presque, je pense que c'est voulu. Enfin voilà, il a vraiment voulu régler quelques comptes. On a l'impression, il a dû beaucoup souffrir, je pense, pendant ce tournage, Linwood. On pense à lui. Et donc, alors il faut quand même présenter parce que tu as commencé Bien tu as sûr. présenté les Ah oui, parents je suis et parti. maintenant Je suis parti. il faut aussi les enfants, Mhm, les frères les seuls frères de Malcolm. Qu'est-ce qu'ils rep mhm, Je voudrais savoir, est-ce que, dans cette série, chacun des personnages, signifie quelque chose peut-être mhm. si on essaie d'intellectualiser un peu la situation? Est-ce qu'ils ont tous une caractéristique qui veut dire quelque chose de cette société américaine de cette période-là? Oui, c'est d'une famille, donc quatre garçons. Après, effectivement, il y aura un cinquième Jamie, puis un sixième. Je vais spoiler, hein, désolé, on va spoiler la série. Il y aura un sixième à la fin de la série. C'est pas très hyper important, en fait, on s'y attend un petit peu. Mmh. C'est les quatre héros, sont effectivement quatre archétypes d'enfants, hein. C'est-à-dire qu'on a Francis qui est l'espèce de rebelle, qui se rebelle contre sa mère du début jusqu'à la fin de la série, et qui finalement voilà, est un rebelle qui quasi anarchiste à un moment donné, et c'est lui qui tire un peu tous ses frères faire n'importe quoi. Mmh. On a Reese qui est l'abruti fini, violent, qui dit pas mal de choses des États-Unis aussi. Voilà, qui est toujours en rapport de force, quasiment animal. On a Malcolm le génie, 165 de QI, mais qui est complètement dérangé, qui a des problèmes identitaires et qui veut être normal en fait globalement. Et on a Dewey qui est un personnage un peu autiste, mais en même temps qu'on va découvrir au fur et à mesure de la série, qui est lui un génie aussi de la musique. Hein. Il y a d'ailleurs cette opposition des génies. C'est une famille de génies parce que le père est aussi génial, il sait tout faire. Le grand-père est très intelligent. Enfin voilà, c'est une famille de génies complètement écrasés par la société. Et qui d'ailleurs, ce que ça dit des États-Unis, c'est qu'à aucun moment il y a une aide. Il n'y a aucun moment de la politique. Hein. Alors c'est un choix, je pense, mais il n'y a pas du tout de politique. Il n'y a pas d'aide sociale. L'aide sociale est toujours négative. C'est toujours la répression, la police, l'armée, enfin toutes ces choses-là, l'école, mais on voit jamais d'aide en fait. Il n'y a jamais de services sociaux, il n'y a jamais c'est ça qui est très frappant aussi, c'est qu'ils sont livrés complètement à eux-mêmes, et c'est le déclassement total, quoi. Voilà. Mais ça dit quoi de cette série aussi? Ça dit que il y a une série faussement anarchiste ou plutôt frontalement anarchiste?
Moi, je suis allé dans cette optique-là, mais c'est vraiment, pour, une espèce de provocation parce qu'en fait, même l'argumentaire est pas forcément pour, on n'est pas du tout Mmh. dans un quelque chose d'anarchiste, mais en partant du principe que peut-être, effectivement, la société étant totalement déstructurée dans Malcolm, c'est-à-dire qu'il y a, des éléments répressifs, mais jamais en fait d'éléments, structurants sur lesquels on peut se baser, des valeurs. Il y a quasiment plus de valeurs à un moment donné. On se retrouve à avoir une société animale et il y a un rapport à l'animal qui est particulier dans cette série. Ils sont tous amis avec des animaux, ils entendent parler des animaux. Ils sont amis, à un moment donné, Reese devient ami d'une meute de chiens, Dewey est copain avec Bernard, un hamster qu'on va retrouver partout. Enfin, c'est particulier quand même. Et il y a aussi un des thèmes qui, je pense, qui est bizarre, c'est la question du bouc émissaire, c'est-à-dire que la société structure autour de bouc émissaire, de gens qui sont des victimes, et tout le monde s'entend grâce à ces gens-là, parce que dès que voilà, on a tous un ennemi commun. Ce qui fait qu'effectivement, il y a une société complètement déstructurée qui essaye de survivre bon an mal an. Et c'est assez particulier. Donc anarchiste, oui et non. Mais effectivement, il y a quelque chose de ça un petit peu là-dessus, puisqu'on casse l'école, l'armée, tout ce que l'anarchisme a un petit peu égratigné, on va dire. Si Malcolm est le personnage titre, Mhm. de cette série, est-ce que le spectateur ou la spectatrice s'identifie facilement à ce personnage ou plutôt est assez distant avec ce personnage-là? Bah, c'est une bonne question. Je pense on est à la fois, très proche de la plupart, des frères, même du père évidemment aussi et de la mère quelque part. J'avais vu d'ailleurs sur les réseaux sociaux, on disait que c'était la mère idéale, alors qu'elle est tyrannique, mais en même temps elle a des valeurs assez fortes. Et Malcolm, il est insupportable, hein, c'est le génie insupportable comme on peut le voir. Je fais le lien effectivement, dans le titre Malcolm, sociologie d'un génie, avec le livre de Norbert Elias, qui est un sociologue allemand, qui, parle de Mozart, sociologie d'un génie. Parce qu'il y a, c'est un peu voilà, ils ont une espèce de Pygmalion aussi, quelqu'un qui est derrière, et puis il y a le génie, alors Malcolm a sa mère, Mozart a Léopold, son père, qui ont des projets pour eux, et ils sont insupportables, comme Mozart était probablement insupportable, égocentrique, arrogant, et Malcolm est égocentrique, arrogant, et on le rejette toute la série. Nous-mêmes, voilà, on le supporte plus. Hein. Mais par contre, les autres frères, enfin, Dewey est hyper mignon, c'est un personnage assez génial, un peu chaman, un peu bizarre, un peu autiste et voilà qu'on adore. Et puis les autres font un nombre incalculable de bêtises. Et Reese, l'abruti violent, est le personnage préféré en fait de tous les spectateurs. C'est ça qui est particulier. Et le père, Hal, est aussi génial. Le père, c'est Bryan Cranston, hein, de Breaking Ouais. Bad, qui d'ailleurs nous montre un comédien qui est assez fort parce que c'est deux antipodes de comédie, hein, à jouer dans ces deux shows. Et ils font faire n'importe quoi. Il fait du roller, ils font faire, à un moment donné, les couverts d'abeilles, mais il a vraiment joué en plus. Vraiment, ils ont dit que c'était. C'est lui qui a créé, d'ailleurs, les New Boomers disent que c'est Hal qui a créé le personnage du père qui ne devait pas vraiment être aussi important dans la série. Il était D'accord. casté à la dernière minute. Hollywood Boomer dit mon père était pas très présent, donc pour lui ça devait pas être un personnage présent et en fait c'est lui qui éclabousse tout le monde quoi. Voilà. La première fois que tu as vu cette série, comment tu l'as, est-ce que ça a été vraiment une, on va dire une espèce d'osmose, rapide, incroyable avec cette série? Et puis surtout quand tu as commencé à écrire sur cette série, comment tu as fait pour, comment tu as structuré le bouquin? Et puis surtout comment tu as fait pour que comment dire, ouais, cette émotion de la mettre d'un peu de côté parce que sinon ça va prendre le dessus et puis ça va déstructurer, ta pensée. Donc premièrement, comment, s'est passée la rencontre? Et puis surtout, comment tu as structuré l'essai? Bah, la rencontre, c'est je suis la cible, hein, je suis la cible, non, peut-être un peu, j'étais même presque peut-être un peu vieux pour l'époque, mais je devais être un grand enfant, un grand ado. Et bon, c'est vrai que moi alors ça apparaissait au moment où il y avait d'autres séries, d'autres comédies, des choses comme ça qui étaient assez Mmh. foisonnantes à l'époque. Moi, voilà, M6, j'adorais regarder. C'était en plus le midi, c'était enfin, c'était autour du midi, donc c'était bon horaire parfois. Quand on est étudiant ou un truc comme ça marche pas mal. Je pense que c'était ciblé. Voilà, l'humour particulier, complètement trash. Il y avait un côté proche des nuls un peu. Ça me faisait penser au plus haut nul ou certains, voilà. On pourrait voir enfin, voilà, tout l'humour jacasse un peu dans ces choses-là. Quand j'ai repris, enfin, voilà, en fait, j'ai revu la série. Et d'ailleurs, c'était au moment où il y avait les élections américaines.
aussi. On était entre Trump et Biden, c'était quand même assez violent. Il y avait une vraie tension. Et c'est vrai quand le lien avec la série, j'ai dit mais en fait j'ai vu que tout était déjà là en fait. Mais Tout est là, on comprend. qu'est-ce qui était là? Qu'est-ce qui était là dans la série qui anticipe, qui annonce Trump et Biden? Bah, ça anticipe parce qu'il y a beaucoup d'épisodes qui sont assez notamment la saison 3 qui est vraiment vraiment la meilleure, avec la dernière aussi qui est assez chouette, elle termine bien cette série. La saison 3 nous montre vraiment, je pense que les scénaristes sont assez à l'aise et ils commencent vraiment à travailler sur cette famille qui, donc Al a son meilleur ami, Abe, qui est noir, Mmh. et il travaille beaucoup là-dessus de manière très subtile. Il y a sur ce rapport ethnique, et donc c'est vrai que moi je voyais que ça. Enfin, je voyais que les débats qu'on pouvait voir politiquement étaient en fait déjà présents dans la société et que les scénaristes nous les montraient avec beaucoup d'humour assez subtil. Il y a un épisode notamment où Al est invité à une partie de poker, tous les autres joueurs sont noirs. Et Al se sent un peu rejeté pendant tout l'épisode, et puis on le sent rejeté. Et puis nous, on le sent rejeté parce qu'il est blanc. Et pendant tout l'épisode, il râle, il en veut, et à la fin de l'épisode, il va, vous me rejetez, vous m'avez pas intégré. Et donc, on sent qu'il y a une tension, hein, un peu. Est-ce qu'il accuserait de racisme quelque part, du racisme anti-blanc, qui est quand même. Ouais. Et en fait, il dit, bah, vous me rejetez parce que je suis le seul salarié et vous êtes tous des travailleurs indépendants, parce que tous les autres joueurs sont ou avocats ou médecins ou dentistes. Et ce qui est assez subtil, c'est qu'il nous renvoie, nous sommes racistes quelque part, nous voyons les couleurs des peaux, et il nous renvoie en fait à la question sociale qui, elle, pour le scénariste, est plus importante dans les tensions qu'il peut y avoir dans la société. Et j'ai trouvé ça de manière assez subtile, c'est cette manière de nous manipuler, de nous emmener vers une espèce de tension qui serait ethnique, pour en fait nous dire que le vrai problème, et le problème est social essentiellement, c'est-à-dire qu'il y a des différences de statut. Et je trouvais ça plutôt subtil. Et puis il y a un autre épisode aussi où on parle aussi de racisme entre la mère, entre Loïs et Malcolm, et les autres joueurs de poker, les amis, en fait, renvoient dos à dos le militant raciste ou le militant antiraciste en disant voilà, les blancs, il y en a marre, on est toujours en train de régler vos problèmes existentiels. Et là aussi, je trouve ça très très subtil. La série, quelque part, pose certaines questions sans parfois y répondre, mais en tout cas, elle pose certaines questions qui sont assez fortes, que j'ai pas vues dans d'autres séries en fait, peut-être même pas dans d'autres films. Et comment tu structures comment tu structures le livre? Qu'est-ce Mhm. qui, quand tu commences à penser à la conception du livre, quelle est pour toi la chose fondamentale, évidente, que tu dois mettre en avant quand tu commences à structurer le livre? Parce que j'imagine une série qui a autant de saisons et qui qui plus est, tu as un rapport assez fort avec cette série, ça ne doit pas être évident. Donc, quel a été finalement, oui, l'angle d'attaque? L'angle d'attaque, c'est en fait, il y avait pas de livre sur cette série. Donc, j'ai voulu aussi faire un peu fanbase, c'est-à-dire un peu les anecdotes, comment ça s'est créé, parce qu'on ne connaît pas bien, en fait, on ne sait pas qui l'a créé, on ne sait pas, voilà. Il y a plein de petites choses qui sont assez marrantes, voilà, pour présenter la série, comme toutes les séries ont Mmh. une espèce de bouquin, qui a fait quoi, comment ça s'est créé, tous ces trucs-là, un peu une histoire de la série. Et puis c'est vrai que je me suis vraiment basé sur voilà, comment le clivage un peu, Bush-Obama ou Trump-Obama, a un peu structuré ces deux choses-là. Est-ce que finalement. Après, je suis parti aussi beaucoup sur la question du génie. Je suis parti là-dessus parce que, en fait, pour avoir travaillé dessus dans un autre contexte, je travaillais un peu là-dessus. Et puis je voyais qu'il y avait la série était assez subtil aussi là-dessus, parce qu'il y avait tous les débats philosophiques. Alors Nietzsche contre Kant, le génie kantien ou le génie nietzschéen était présent là-dessus. Est-ce que c'est un génie qui est inné, ou est-ce que le génie est un travail, comme dit être génie, c'est du travail, comme dit Nietzsche. Et on a ces deux facettes en fait. Et en fait, le vrai génie, hein, c'est Dewey, c'est le petit frère qui lui est le vrai génie en fait de la famille. Et Malcolm, il est juste un pur produit. Du travail de ses parents, de sa mère, qui veut en faire le président de la République. Je spoil là aussi. Elle a un projet, elle veut qu'il soit président de la République à la fin. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est volontaire. J'ai dit que je n'avais jamais vu cette série, c'est vrai, mais j'ai comme ça vu de temps en temps, par l'entremise de portes ouvertes, des Les épisodes enfants. quand ma fille cadette la regardait. D'ailleurs, elle continue Oui, encore d'accord.
de regarder la série. Et donc, j'ai vu que le personnage principal, enfin, j'ai vu que l'histoire du quatrième mur était complètement effondrée. Ouais. Et je trouve que le style que Mm. tu emploies, il est similaire à ce rapport au quatrième mur. C'est que, en fait, c'est même un style très interactif. Il y a des espèces de ruptures de ton. Voilà, c'est un travail que tu fais souvent. C'est pas quelque chose de très linéaire. Il peut y avoir parfois un travail beaucoup sur la ponctuation aussi, donc sur la respiration. Donc, voilà, il faut aussi souligner ça. Et je voulais savoir, comme c'est le premier livre de toi que je lis, donc je ne sais pas si c'est le style que tu utilises habituellement ou tu as voulu utiliser un peu, te calquer un peu sur la mise en scène de la série. Je ne suis pas calqué sur vraiment de la mise en scène de la série, j'ai plutôt comme ça, mais effectivement, je me suis pas censuré dans le côté de proximité, quitte à parfois d'ailleurs, oui, passer du coq à l'âne, quitte à parfois dire voilà, c'est une série anarchiste, alors que bon, je vais pas expliquer ce que c'est que l'anarchisme, un peu. C'est plutôt des bouteilles à la mer, effectivement, comme peut être un peu la série. Tu l'expliques, si. Quand tu utilises le mot anarchiste, tu l'expliques, tu dis d'où vient de ça vient. Oui. Voilà, donc Oui, mais c'est un peu tiré par les cheveux parfois, voilà, mais ouais. c'est ce que je ressens en fait. C'est une série qui est assez instinctive, qui est assez, voilà, ouais, je pense instinctive, qui fait appel un peu à, qui est censé nous boxer un petit peu, nous remuer sur certains trucs, qui repousse nos limites des fois de l'acceptable. On se dit non, c'est pas possible de faire ça. Qu'on se dit on va pas rigoler pour ça parce que c'est des fois très enfantin, pipi caca, et en même temps des fois voilà. Donc effectivement, ça m'aurait paru bizarre d'avoir un style très universitaire, ampoulé, un peu comme ça. Et puis voilà. Après, donc je me suis pas, voilà, je me suis pas freiné. Et encore, on aurait pu aller beaucoup plus. Voilà, ça aurait pu être beaucoup plus. Voilà, mais c'est aussi partager aussi des ressentis que j'ai pu avoir parce que je pense que les gens qui aiment Malcolm adorent en fait Malcolm. On peut pas juste aimer, on adore la série ou on la déteste, mais voilà. Alors, il y avait 3 chapitres sur lesquels j'aurais bien voulu qu'on revienne. Un déjà Ouais. auquel tu as déjà répondu, c'est parce qu'à un moment, il y a un chapitre qui est très simple. C'est même pas un chapitre, c'est à l'intérieur du chapitre, d'un Mmh. chapitre où tu poses la question: est-ce que Malcolm est une série raciste ou alors une série Mmh. antiraciste? Ça, tu en as Mmh. déjà parlé. Mais je voulais juste, il y a 2 chapitres. Oui, c'est le ressentiment blanc. Alors ça, c'est les 2 chapitres dont je parle, c'est des questions que tu poses. Donc le ressentiment blanc et ensuite la fin du rêve américain. Quand tu dis ressentiment blanc, c'est de quoi dont tu parles exactement? Bah, le ressentiment blanc, j'en ai un petit peu parlé, c'est un Oui. peu, voilà, ce qu'on a, pu comprendre, de l'élection de Donald Trump à l'époque. Une espèce de middle class, blanche américaine dans certains États, qui ont, subi du chômage et qui auraient voté, contre, voilà, l'espèce d'establishment, américain, Clinton, Obama aussi quelque part. Avec ce ressentiment d'être, voilà, d'être devenus, des prolétarisés en fait par rapport à des élites, et qu'il y avait trop d'étrangers, trop de voilà. C'est ce qu'on peut d'ailleurs faire en lien aussi en France parfois, hein. Donc c'est ce ressentiment-là qui avait été un peu théorisé, que je retrouve un petit peu dans cette famille, qui effectivement est déclassée, qui parfois touche sur des questions de racisme, sur des questions ethniques. Elle parle beaucoup des questions ethniques, et d'ailleurs c'est une rare série où il y a une indienne autochtone, des Allemands, voilà, et c'est assez très multiculturel. Et donc, bah, je me suis posé cette question comme ça a été fait. Est-ce que ce serait pas l'électorat Trump, justement? Voilà, est-ce que c'est pas eux, des gens qui sont déclassés, donc un ressentiment, une espèce volonté de vote protestataire aussi, comme a très bien su capter Donald Trump à l'époque, ou d'autres politiques d'ailleurs. Et donc, je me suis interrogé là-dessus pour conclure plutôt sur l'inverse. Et malheureusement, pour dire que probablement, c'est ceux qui n'auraient pas voté. Ils n'auraient pas voté, il n'y a pas du tout de politique En fait, contrairement aux Simpsons d'ailleurs. il voterait même Comment? pas. Il ne voterait même pas, tu penses? C'est ce qu'on pourrait dire, a priori, il ne parle jamais de politique. Il y a pas de, le politique est présent une fois dans un épisode. Il y a le maire de la ville, ou d'une ville qu'on ne sait même pas d'ailleurs comment ça s'appelle, qui est d'ailleurs très caricatural, complètement arriviste, et voilà. Mais il y a vraiment un espèce dans cette série, une espèce de méconnaissance, de non-intérêt pour le politique.
C'est assez frappant, c'est-à-dire que voilà, un peu de quartier quelque part, il y a mais et puis aucun service, enfin pas de l'État n'est très peu présent, quoi, hein, voilà. Et donc effectivement, ce ressentiment blanc pourrait être perçu, effectivement, même si la série en fait est plutôt très antiraciste quelque part, parce que il y a notamment un personnage, c'est la grand-mère, qui s'appelle Ida. Quand tu vas voir la série, tu vas comprendre parce qu'elle est hyper drôle. Malheureusement, la comédienne est décédée d'ailleurs depuis, qui est la mère de Loïs, qui est d'origine des pays de l'Est, on ne sait pas trop, et qui est une raciste notoire, mais affichée. Elle déteste les Noirs et les étrangers, et elle est moquée comme ça. Enfin, il y a quelques épisodes qui sont assez hyper drôles. En fait, ils font fuir la grand-mère en invitant leurs amis noirs, et elle part avec ses bagages dans l'heure. Et c'est de l'humour assez dur, hein. C'est-à-dire que voilà. Et là, voilà, on est plutôt sur une série qui est justement et bien antiraciste, mais la série est assez intelligente pour montrer un peu toute la complexité de la société sans être caricaturale et prendre un seul point de vue. C'est ça qui est intéressant, je trouve. Il y a toujours les deux facettes, les deux points de vue qui sont là. Est-ce que tu as trouvé dans tes recherches des entretiens avec le créateur de la série qui parle de ça, des thématiques qu'il voulait mettre en Ben, avant pas de beaucoup, en l'Amérique? fait. Pas beaucoup. Effectivement, Ouais. Hollywood Boomer, où il y a un autre. Alors, je soupçonne, en fait, mais peut-être que je me trompe, mais un autre co-scénariste qui s'appelle Michael Gluberman, d'être plutôt lui, parce que c'est lui qui écrit notamment plutôt la fin de la série, parce que Hollywood Boomer est plutôt sur autre chose, il est plutôt producteur, et ben, il écrit, et c'est peut-être plutôt Michael Gluberman qui impulse un petit peu toutes ces thématiques-là, en tout cas. Mais non, Hollywood Boomer, on l'interroge jamais, en fait, quasiment c'est ça qui est frappant. On l'interroge beaucoup sur l'humour, la provocation, oh là là, à un moment donné, il jette du caca, ou c'est très de l'humour noir, voilà, la grand-mère perd une jambe. Enfin, il y a un humour noir qui est particulier sur la misère aussi, hein. C'est la middle class, c'est-à-dire qu'on va pas chez le dentiste, on a mal aux dents pendant toute la journée parce qu'on n'a pas d'argent pour payer, on peut plus payer ses factures, on est obligé de cumuler quatre boulots, et puis on peut pas. Il y a un épisode où ils peuvent pas s'offrir des cadeaux de Noël, et donc ils fabriquent des cadeaux de Noël. L'épisode est hyper drôle d'ailleurs. Ils fabriquent des cadeaux de Noël avec leurs mains, enfin voilà, mais en même temps c'est de l'humour noir, quoi. Voilà, à un moment donné, on n'a plus de couverture maladie, il faut surtout pas tomber malade. Et puis voilà, ça c'est, on voit la maison, ce qu'on voit jamais dans les séries, le jardin est pas entretenu, il est complètement grillé. Et cette misère, cet humour noir, on l'a vu dans quelques séries. Il y a Marié deux enfants notamment aussi, où il y a une espèce de rapport comme ça très d'humour noir sur l'argent qui est particulier. Il y a d'autres, voilà, Roseanne par exemple, qui est une vieille série aussi, où on voyait la middle class, mais sinon, globalement, ils sont plutôt aisés, nos héros de séries américaines. Et là, les Simpsons aussi le montrent très bien, hein. C'est vraiment le frère, le grand frère des Simpsons, hein, de Malcolm, hein. C'est vraiment, c'est le pendant filmé des Simpsons, quoi. Et donc il y a Quand toutes tu ces parles thématiques-là qui sont là. Quand tu consacres effectivement, quand tu consacres ce chapitre à la fin enfin, tu poses la question, est-ce que c'est la fin du rêve américain? Mmh. Alors, est-ce qu'il y a aussi le fait que, ça m'en tend des mains. Est-ce qu'il y a aussi le fait que cette série, anticipait plus que ce qu'elle disait de la société au présent, c'est-à-dire la société qui l'avait accueillie, ou est-ce qu'elle en sait ouais, où il fallait beaucoup plus, peut-être voir en cette série une espèce oui, qu'elle annonçait, les années à venir de la société américaine. Ah, je sais pas si, je pense que la société américaine, elle est traversée par ces fractures et ces tensions depuis plusieurs décennies. Mais effectivement, le socle du rêve américain, fédère tout le monde, et ses valeurs, le Seventh Amendment, les valeurs religieuses aussi, enfin, les valeurs patriotiques ont là-dessus, permettent de faire un ciment pour ce pays mais les tensions elles sont là depuis, à mon avis, plusieurs décennies. Les tensions sociales aussi. C'est-à-dire que le rêve américain, on le voit maintenant, il est un peu, on va dire, chamboulé. Il est chamboulé sous plusieurs angles, notamment. Et Malcolm le montrait bien dans le sens où on avait. Est-ce que c'était. On voulait montrer pour une fois, pas de rêve, on va montrer la réalité. Et donc, c'était la réalité américaine qu'on nous montrait.
qu'on nous montrait, et donc elle existe encore. Et le rêve américain, la fiction, elle fait partie aussi de ce rêve. Elle a permis aussi d'adhérer à ce rêve aux Américains, mais dans le monde entier aussi, hein, tout l'Occident. Et le rêve, il est parfois un peu cauchemardesque. Malcolm, Sociologie d'un génie, c'est édité chez Entremise. En tout cas, ça permet soit, j'imagine, de revoir pour ceux qui l'ont déjà vu, ou alors de la découvrir comme moi, parce que c'est C'est le vraiment but. ça donne envie. En tout cas, c'est le but. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez toutes les informations pour pouvoir donc vous approprier le livre. Je rappelle qu'il est édité chez Entremise et c'est écrit par Antoine Bonnet. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de discuter avec Plaisir toi partagé. cette série que je ne connaissais pas et qui quand même donne le ton sur pas mal de choses de la société américaine de l'époque, mais aussi peut-être en devenir. Enfin, ce que nous connaissons aujourd'hui en tout cas. Ou française aussi, quelque part, malheureusement, quelque part. Ou française quelque part aussi, oui, effectivement. Donc, il pourrait y avoir des connexions avec la société française, selon toi. Bien sûr, évidemment. Après, de manière différente, mais voilà, il y a des idées, il y a des choses qui sont très, très prégnantes à l'heure actuelle. Merci beaucoup. À très vite. Merci à toi. À très bientôt. Générique. Arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my right